Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles dynamiques de leadership, de la transformation RH et de l'évolution des talents dans un monde en mutation. Alors aujourd'hui, je suis très heureux parce que j'ai le plaisir d'accueillir deux invités de marque qui ont décidé de redonner toute sa place à l'expérience professionnelle dans nos écosystèmes. Il s'agit de Blandine Mercier, cofondatrice de Hello Masters, et Christophe Serré, cofondateur également. Bonjour Johan. Alors, Bonjour Johan. bonjour à tous. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Alors, pour démarrer, faire une brève introduction, je dirais qu'Hello Master, c'est bien plus qu'un réseau social. C'est un espace réservé aux cadres et aux dirigeants ayant plus de 20 ans de carrière, pensé pour valoriser, activer et faire rayonner leur potentiel. Alors, bienvenue à vous deux et je suis ravi de vous recevoir, bien évidemment. Et on va rentrer dans le vif du sujet de notre émission. Alors, je vais m'adresser honneur aux femmes, hein. Donc je suis galant. Donc pour démarrer, Blandine, j'aimerais bien que tu m'expliques quel a été le déclic à toi et à tous les deux qui vous a donné envie de créer un réseau exclusivement dédié aux cadres expérimentés. Alors, c'est une très bonne question qu'on nous pose souvent parce que en termes de contexte, nous venons tous les deux avec Christophe de l'écosystème de la communication et de la publicité parce que on a quitté il y a maintenant 10 mois nos postes respectifs de directrice générale et de CTO chez Marcel, qui est une entité du groupe Publicis. Donc, on va dire un terrain de jeu assez éloigné du monde des réseaux sociaux, du monde de l'emploi. Et pour autant assez connecté parce que, évidemment, le cœur du sujet était la communication. Et finalement, quand on crée un réseau social, on crée des dynamiques de communication, des dynamiques d'échange. Donc, on peut se dire que c'est le premier point commun et le trait d'union peut-être qui réunit nos deux univers. Mais pour autant, évidemment, il y a eu un déclic. Pourquoi ce projet? Et ce projet, bah, il tient sa genèse dans une observation personnelle qu'on a eue tous les deux avec Christophe. Notre entourage proche, nos amis, l'écosystème du monde du travail dans lequel on naviguait, où on s'est aperçu que assez rapidement, et souvent trop tôt, dans l'entreprise, dans le monde corporate, bah, il y avait un âge à partir duquel on commençait à être un peu disqualifié, où on commençait à avoir un champ d'opportunités qui se réduisait, souvent vers 50 ans. Et ces dernières années, cet âge-là, il a diminué de plus en plus pour atteindre les 45 ans. Et on s'est dit qu'il y avait quand même un sacré quiproquo dans le monde du travail en particulier, mais dans le monde économique aussi de manière générale. Et pourquoi, alors qu'on est au top, hein, finalement, quand on est en seconde partie de carrière, on aurait moins d'opportunités? Donc on s'est dit quelle pourrait être la bonne idée, quel pourrait être le bon concept qui permettrait de lever les freins, qui permettrait à la fois de valoriser ces profils, de valoriser leur expérience, de valoriser leurs compétences et de peut-être dessiner un nouveau pacte social qui nous paraissait assez important pour notre avenir à tous. Alors l'avenir évidemment de ces profils-là, mais aussi l'avenir de nos enfants, des générations à venir, et quelles propositions on va leur faire en fait d'un monde du travail. Si à 45 ans ça s'arrête, on trouve que ça manque de justice, donc c'est une aberration humaine, mais c'est aussi une aberration économique, parce qu'on le voit, la transition démographique, elle appelle à se dire comment on va faire en sorte que des profils expérimentés, comment on va faire en sorte que l'expérience joue un rôle contributif au sein de notre économie. Donc le format du réseau social nous paraît être, encore aujourd'hui, on va dire, le meilleur écosystème pour valoriser les singularités, permettre à chacun de s'exprimer librement avec ses pairs sans se faire traiter de boomer, et surtout de pouvoir, grâce à un algorithme unique, détecter des opportunités. Donc c'est un peu ça la jeunesse d'Hello Master, c'est un constat qui n'a rien d'inédit, où on se dit, bah, il y a un petit dysfonctionnement dans la manière dont on perçoit l'expérience dans notre société et une envie de créer quelque chose d'hyper concret pour faire un peu bouger les lignes. Merci Blandine. Alors justement, dans cette logique-là, j'aimerais bien aussi comprendre le parcours de Christophe. Justement, qu'est-ce que toi, Christophe, qu'est-ce qui t'a amené déjà à t'intéresser à ce sujet? Et puis, comment s'est passée votre rencontre avec Blandine? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans l'aventure de créer Hello Masters?
Oui, tout à fait. Bon, comme l'a dit Blandine, on a travaillé ensemble pendant quand même plusieurs années chez Marcel, en tout cas notre dernière entreprise. Et je me souviens elle m'avait provoqué un déjeuner le midi, justement, pour me parler de. Bah, il n'y avait pas vraiment d'ordre du jour à ce déjeuner, justement. C'était un peu le flou. Et, euh, et elle m'a parlé, voilà, à cœur ouvert de ce projet qui vraiment lui tenait à cœur depuis plusieurs années. Et elle avait envie de voir si on pouvait former un duo pour pouvoir rendre concret cette idée, de pouvoir essayer d'aller un peu plus loin sur comment est-ce qu'on pouvait concevoir quelque chose qui pouvait fonctionner techniquement, exister fonctionnellement derrière. Et à la suite de ce dîner où elle m'a exposé, bien entendu, tous les tenants et aboutissants du pourquoi elle était autant, ça lui tenait autant à cœur, ce genre de sujet, j'ai conclu le déjeuner par il faut que j'en parle à ma femme. Voilà, parce que ça allait être un projet qu'on allait faire. En tout cas, à l'époque, on ne savait pas encore si on allait pouvoir se lancer directement et en faire une véritable entreprise. Ça a été d'abord un side project qu'on a lancé chez Marcel. Toute la direction était au courant, on en a parlé. Voilà, c'était un sujet qui nous tenait à cœur. Mais j'ai terminé la discussion par il faut que j'en parle à ma femme, puisque ça allait être un projet qu'on ferait soirée week-end, bien entendu, pour pas voilà, empiéter sur le temps de travail, hein. On avait un contrat à exercer et voilà, donc il était hors de question qu'on fasse ça sur notre temps de travail. Donc c'était comment est-ce qu'on trouve du temps dans notre temps personnel. Et voilà, en parlant avec ma femme, ça a été extrêmement rapide. Elle trouvait aussi que c'était extrêmement j'allais dire, en tout cas, une manière d'adresser le sujet assez smart, qu'on allait très certainement aller, en tout cas avec toute l'explication de la démographie augmentant, on savait qu'on allait dans quelque chose qui allait être de plus en plus prégnant pour tout le monde. Donc, ça allait être un sujet d'avenir et un sujet d'avenir qui finalement, au fur et à mesure qu'on a travaillé le sujet, n'était plus vraiment un sujet d'avenir, mais un sujet de l'instant. Donc voilà, on a travaillé ce sujet pendant quasiment 2 ans en side project. Et au fur et à mesure voilà, d'avoir, on va dire, composé ce sujet, d'avoir, on va dire, récupéré énormément de data quand même, parce qu'il fallait quand même trouver énormément de data pour garantir que ce qu'on allait mettre en place n'était pas juste quelque chose qui était instinctif de notre côté, mais plutôt quelque chose qui était une réalité ancrée dans le monde du travail. Et donc, après 2 ans, effectivement, d'avoir mûri ce projet, de l'avoir présenté à diverses personnes qui quand même comptaient dans l'écosystème, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle opportunité et effectivement que l'avenir était devenu l'instant et que pour ne pas perdre, on va dire, cet espace et ce momentum, il fallait potentiellement se lancer bah, du coup l'année dernière, ce qu'on a fait, après avoir pris un peu de temps pour réaliser notre premier prototype fonctionnel. Donc voilà. Merci. Alors, je vois bien en fait l'origine de vos parcours. Et alors, la question qu'on pourrait se poser, et moi la première quand je me suis inscrit sur votre plateforme, et avant de m'inscrire aussi, c'est en quoi Hello Masters se différencie d'un LinkedIn, par exemple. Ah, c'est une Quelle est la... excellente question. Excellente Voilà. question. Parce que c'est pas sans une certaine fierté qu'on nous compare très souvent à LinkedIn. Donc on dit merci. Après 10 mois d'existence, si on est comparé au géant mondial du réseau professionnel, c'est plutôt bon signe. Alors, c'est quand même assez différent. Déjà, c'est complémentaire. Donc on n'est pas un concurrent de LinkedIn. LinkedIn étant un généraliste, nous on est un spécialiste parce qu'on va s'adresser non pas à l'intégralité de la population active, mais vraiment à une partie de la population active qui se retrouve en situation de seconde partie de carrière. Donc ça, c'est le premier point différenciant. On adresse une communauté qui a exclusivement plus de 20 ans d'expérience. Si vous avez moins de 20 ans d'expérience, vous ne pouvez pas rentrer sur le réseau social Hello Master. La seconde singularité, c'est que notre conviction, elle est qu'il faut changer de lecture qu'on peut avoir sur les profils expérimentés. Et le premier biais de lecture qu'on peut avoir, c'est le biais de la présentation traditionnelle qui est le CV. Le CV, c'est une somme d'intitulés de poste qu'on a occupés et qui souvent ne permet pas de lire les compétences qui se cachent derrière. Je m'explique avec une petite analogie. Moi, j'ai été directrice générale d'une agence de pub. Bon, pour autant,
il y a fort à parier que je n'ai pas tout à fait les mêmes compétences qu'une directrice générale d'une PME de volley roulant dans le Larzac. Et aujourd'hui, le format traditionnel qui me permet de me présenter dans le monde du travail, qui me permet de me présenter sur un réseau professionnel comme LinkedIn, c'est finalement mon intitulé de poste. Donc, comment on crée, on va dire, une expérience qui permet de révéler les compétences qui se cachent derrière mon parcours professionnel, ma première partie de parcours professionnel, eh bien, on a designé un algorithme unique au monde qui va en fait calculer sur la base de tout ce parcours professionnel une nouvelle visualisation de la singularité de chacun des profils, en donnant à voir quelles sont les compétences majeures de ce profil, donc sous forme de data vis, hein, c'est bien sûr un peu joli, quels sont les talents de ce profil. Et ça, c'est pas juste une nouvelle vue, c'est aussi une chance pour chacun de se réapproprier son récit professionnel en rentrant dans des spécificités qui vont lui permettre de se positionner sur des opportunités adéquates. Mais aussi, c'est un redoutable outil de navigation au sein de la plateforme. Parce qu'à partir de la vue que vous allez avoir de votre profil enrichi Hello Master, qui n'est pas un CV, qui est une vue enrichie avec toutes vos compétences, nous, on va vous pousser des opportunités. Donc, sous un principe de matching qu'on connaît bien dans le dating. Là, on l'a appliqué aux opportunités business et professionnelles. Donc, il va y avoir des opportunités de mission, donc mission au sens large, donc des jobs, CDI, CDD, mais aussi des formats plus alternatifs comme le management de transition, comme operating partner, aussi toutes les missions de gouvernance, donc conseil d'administration, board advisor, des missions de bénévolat, des missions de consulting, des missions de freelance, etc. Bref, toute une somme de missions qui vont vous correspondre parce que vous allez avoir des compétences en commun avec ces opportunités. Donc ça, c'est le principe de matching qui va être très sur les opportunités professionnelles. Mais on va faire également toutes ces opportunités, tout ce matching sur l'ensemble des contenus qui sont au sein d'Hello Master. On a eu une vraie volonté de se dire la seconde partie de carrière, ok, au cœur du réacteur, il va y avoir le job, l'emploi, ce qu'on occupe et qui va être source de rémunération, mais il va y avoir aussi toute une somme de sujets à adresser qui sont souvent un peu le trou dans la raquette. Je m'explique, le pilotage de son patrimoine, le pilotage de sa retraite, sont des sujets, on sait qu'on doit s'en occuper, mais souvent on les adresse un peu trop tard et on ne sait pas par où commencer, on n'a pas les bons repères. Donc nous, on a des sections éditoriales qui permettent un peu d'avoir des repères sur ces sujets-là. On a aussi des annuaires d'experts qui, à chaque fois, qu'ils soient publics ou privés, vont être des interlocuteurs potentiels pour les masters pour adresser ces différents sujets. Et ça, cet éclairage, on va dire, sur les thématiques qui peuvent intéresser les masters et qui vont rentrer en écho direct avec les décisions qu'ils vont prendre en seconde partie de carrière, on a décidé de le faire sur pas mal de sujets. Donc, on l'a fait sur la santé, mais on l'a fait aussi sur l'entrepreneuriat, sur la reprise d'entreprise, sur la franchise, sur devenir business angel, sur pas mal de sujets aussi qui vont être connexes, comme le carré juridique. Donc, on a plein de ressources au sein du réseau qui vont garantir aux masters d'avoir des repères sur les sujets qui sont essentiels et qui le concernent vraiment. Donc, on ne concurrence pas Internet, mais on le range un peu, si on doit se dire les choses. Voilà, pour adapter un contenu à notre audience. On a aussi développé des sections qui sont particulièrement en adéquation avec les enjeux de la seconde partie de carrière, à savoir sur la formation. Donc, on a référencé un certain nombre de formats de formation qui existent, beaucoup de choses gratuites qui existent et dont on n'a pas conscience et qui vont pouvoir aider les masters à rester apprenants en seconde partie de carrière, soit pour consolider des compétences qu'ils ont déjà, soit en acquérir de nouvelles, soit adresser des projets de reconversion, soit adresser des parcours diplômants un peu plus long terme. On a monté aussi des partenariats commerciaux avec des acteurs de la formation comme Edflex, comme Click et moi sur la prévention numérique notamment, pour aider nos masters justement à trouver les bonnes ressources au bon moment en fonction de leurs enjeux. Il faut savoir que la seconde partie de carrière, c'est un arbre de décision, une somme de cycles à adresser dans lequel vous allez vous retrouver dans différentes postures. Parfois, vous allez être en recherche. Parfois, vous allez juste vouloir élargir votre carnet d'adresses professionnel. Parfois, vous allez juste avoir envie de faire du networking et donc, pourquoi pas participer à des événements professionnels. Quoi qu'il en soit, tous ces différents cycles, il faut qu'on puisse les adresser avec des opportunités. Et notre objectif, il est un peu d'ouvrir les chakras de nos masters en leur disant, vous avez un champ des possibles qui est énorme, les terrains de jeu sont multiples et on va vous les faire découvrir, y compris ceux qui sont insoupçonnés et qui sont parfois très éloignés du poste que vous occupez, de votre vertical métier, de votre secteur d'activité, même de la ville dans laquelle vous habitez. Donc ça va participer justement à élargir un peu les horizons
et à dire à nos masters, votre expérience, c'est une clé qui va vous permettre de contribuer dans plein d'écosystèmes. Voilà, c'est ça la philosophie d'Hello Master. Donc c'est résolument différent d'un réseau comme LinkedIn qu'on connaît tous, dans lequel la colonne vertébrale, on va dire, ça va être les publications des membres du réseau. Nous, sur Hello Master, on a vraiment à cœur de faire en sorte qu'il n'y ait pas de course au like, il n'y a pas de top voice sur Hello Master. On est là pour avoir du contenu qui est pro et business, qui doit être intéressant pour l'ensemble de la communauté. Donc il n'y a pas de post d'autopromo, personne ne se prend en photo dans la forêt en train de pleurer, en train de dire que l'entrepreneuriat c'est dur, ça c'est pas sur Hello Master. Donc c'est plutôt des discussions qui sont proches d'un business club, parce qu'on est vraiment là pour détecter des opportunités pro et business. Et donc, il y a, je suppose, des espaces des communautés d'échange où des pairs entre eux peuvent partager sur des sujets justement qui leur tiennent à cœur. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a déjà le fil principal, le feed d'actualité, dans lequel, soit sous les publications des autres masters, les publications d'Hello Master, vous pouvez contribuer et apporter aussi votre éclairage, soit vous pouvez poster de manière autonome aussi une publication qui pourrait intéresser la communauté pour valoriser votre expertise et apporter un éclairage sur une thématique précise. Et il y a également des groupes de discussion qui sont thématiques. Il y a une quarantaine de groupes de discussion, donc avec une partie des groupes qui est très orientée sur la carrière, donc un groupe sur la seconde partie de carrière, un groupe sur la retraite et les opportunités, un groupe sur le management de transition, donc des choses très liées à la carrière. Et il y a aussi des groupes qui sont liés à des thématiques métiers et plutôt des centres d'intérêt que peuvent avoir les masters, les investissements directs à l'étranger, l'innovation, l'entrepreneuriat, etc., qui vont être un certain nombre de groupes dans lesquels les masters peuvent soit faire rayonner leur expertise, soit en apprendre sur un sujet qui va les intéresser. Donc, c'est des prétextes pour qu'ils puissent prendre la parole sans injonction à devoir publier frénétiquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça la petite différence qu'on va avoir sur les réseaux traditionnels, où pour exister, les différents algorithmes font en sorte que il faut publier fréquemment, avec souvent des angles éditoriaux euh, qui sont discutables. Voilà, nous, on n'a pas ça. Nous, on est revenu un peu back to basics, à un fonctionnement de réseau social où vous allez trouver les publications de manière antéchronologique, un peu comme sur Twitter, avec un algorithme qui distribue le contenu avant à l'ensemble de la communauté sans biais de likes, etc., et à votre communauté après en particulier. Merci Blandine pour ces infos et pour ces détails techniques. Donc, moi, ce que j'aimerais aussi, parce que souvent on aime bien savoir l'envers du décor, les coulisses. Et je sais que le projet que vous portez est quand même très ambitieux. Je pense que ça nécessite beaucoup, beaucoup d'investissement en termes de temps, d'énergie. Est-ce que, par exemple, vous pourriez me dire comment on anime un réseau d'un tel niveau? Quelles sont vos routines, vos méthodes pour garder le lien avec les membres et maintenir l'engagement? Alors, il y a plusieurs sujets, même dans votre question. Il y a un sujet qui est très technique que je laisserai à Chris, parce qu'effectivement, on a une infrastructure technique qui est extrêmement complexe, hein. C'est pour ça que tous les jours, ne n'est pas un réseau social, parce que ça reste une infrastructure technique très complexe à maintenir. On a fait le choix en plus de tout développer en France et de tout héberger en France. Donc, on a des protocoles de maintenance technique qui sont assez carrés, mais ça, c'est plutôt le sujet de Christophe. En revanche, vous soulignez quelque chose qui est très important, c'est comment on fait vivre ce réseau. Ben, on fait vivre ce réseau déjà en ayant une culture du contenu qui est assez précise, tout en étant assez généraliste. On a des membres de notre communauté qui viennent de tout secteur d'activité, de tous horizons géographiques. On se doit de leur fournir un contenu qui va les intéresser sur plusieurs thématiques. Donc ça nécessite énormément de recherche de notre part, pour faire un travail de curation qui soit pertinent, énormément aussi de vigilance par rapport à l'actualité, parce que on reste un réseau social ancré dans le réel, ancré dans le quotidien. Donc il faut qu'on suive l'actualité et ce qui va intéresser, inquiéter les masters. Et on le voit, on est pas mal chahuté quand même sur les différentes actualités économiques et politiques. Et donc elles rentrent en corrélation directe avec les contenus aussi qu'on peut publier, même si on reste extrêmement neutre dans la publication de notre contenu. On se doit de coller à l'actualité. Donc ça nécessite d'avoir un pilotage éditorial quotidien.
Mon quotidien, c'est de la curation de contenu, c'est d'aller détecter ce qui se passe dans l'actualité, d'essayer d'en faire des analyses aussi critiques. On anime un observatoire qui s'appelle Trends at Work aussi, sur lequel on va essayer de faire un peu mieux parler la data sous forme d'infographie pour décoder un certain nombre de sujets dont on entend parler, mais parfois les chiffres, on a du mal à lire ce qui se cache derrière. Donc le sujet des retraites, on en a fait un Trends at Work. Le sujet de l'argent aussi, de notre perception vis-à-vis de l'argent en fonction de notre âge. Donc, c'est des sujets qui sont assez intéressants pour Hello Master et pour nos masters en particulier. Puis après, il y a un enjeu, donc il y a l'enjeu du réseau et il y a l'enjeu médiatique. C'est-à-dire que nous, on a un enjeu de notoriété qui est extrêmement fort, hein. On vient de se lancer, on est tout jeune. Donc, il faut aussi qu'on arrive à se faire une place dans les médias. Donc, on publie beaucoup de tribunes sur plein de sujets qu'on explore. Alors, la chance qu'on a, c'est que comme on a les mains dedans, on a un pilotage éditorial qui nous permet d'explorer en profondeur pas mal de sujets. Donc, on peut prendre la parole aussi sur les sujets qui sont au cœur de l'actualité. Quand il y a eu toute on va dire la réflexion sur l'emploi des seniors, bah, nous, on était au cœur du réacteur parce que c'est des sujets qu'on avait explorés sous plein d'aspects. Donc, ça nous permet d'avoir aussi un regard critique sur ce qui est fait ou non. Et ça nous nécessite ça nous prend, on va dire, 80% de mon temps, la partie éditoriale. Mais c'est aussi nécessaire pour revendiquer aussi une crédibilité sur le sujet. On n'a pas juste mis à disposition un réseau social, on l'anime, on le nourrit et on se doit de donner des informations qui vont éclairer les parcours de nos masters et éclairer aussi leur perspective. Et pourquoi pas aussi jouer un rôle actif et contributif pour faire bouger les lignes à un autre stade que juste animer, enfin juste, je dis juste avec des guillemets, hein, vous avez compris, mais juste animer une communauté. Si on peut aller un cran plus loin et participer au débat public, on le fera. Et Christophe, qu'est-ce que justement, quelle est ta part contributive justement ton rôle justement dans l'animation Ouais, de ce réseau? ouais, tout à fait. Bon, de toute façon, comme l'a dit Blandine, c'est hyper scindé, hein, sur Mm. la partie technique. Effectivement, c'est un travail full-time aussi, hein, quotidien. Il n'y a pas vraiment de zone morte. Il faut qu'on puisse. Bah, le premier gros enjeu qu'on avait de toute façon sur Hello Master, c'était déjà de faire un réseau social avec un budget mesuré. Parce que globalement, c'était ça aussi l'enjeu, hein, c'est qu'on ne commence pas avec les mêmes budgets que nos concurrents, ou en tout cas les personnes qui nous comparent à certains concurrents comme LinkedIn, Facebook ou autres, hein, qui sont concurrentiels sur le réseau social, en tout cas le concept du réseau social. Donc ça a été un énorme enjeu au départ de trouver la bonne façon d'arriver à un résultat qui soit fonctionnel et aussi utilisable facilement par voilà, nos masters quelque part. Donc ça a été un premier gros enjeu avec le budget qu'on avait, puisque tout a démarré bien entendu par une petite levée de fonds quand même qu'on a fait pour pouvoir voilà, préparer ce prototype. Et c'est un prototype sur lequel on a aussi, Blandine en parlait tout à l'heure, donc on essaye d'être franco-français. Donc forcément, ça impacte les budgets, ça impacte les réflexions. Mais on pense que c'est un point extrêmement important d'avoir encore plus dans le cadre dans lequel on est, où on va utiliser beaucoup de data, brasser de la data, utiliser des systèmes d'IA, même si notre algorithme est propriétaire. Toutes ces questions-là techniques sont forcément au cœur des discussions depuis maintenant des années, que ce soit au niveau de la RGPD ou de l'IA Act, qui est en train d'arriver aussi au sein de l'Europe en tête de proue. Donc c'était hyper important pour nous que dès le départ, on puisse, être un peu maître de notre data, deux, d'être sûr qu'on travaille et qu'on fait travailler des gens en France pour pouvoir être le plus, on va dire, le plus spécifique possible sur notre manière de gérer cet écosystème, puisqu'après, il y a aussi des problématiques qui sont, voilà, quand on est peu dans une aventure, puisque là, on est 3 à l'heure actuelle, on a besoin de pouvoir avancer rapidement, facilement. Si on avait des personnes avec des horaires différents, ça aurait été extrêmement compliqué, en décalé.
etc. Donc, c'est un choix fort pour nous de le faire en France, mais c'est un choix qui, à mon avis, de toute façon, est gagnant dans la durée. Derrière, parce qu'on on a déjà mis en place des briques qui vont être essentielles aux futures versions que sera cet écosystème, et notamment des briques importantes comme la sécurité. Voilà, quand on parle de prototype, on peut se dire que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe à gérer entre un résultat qu'on attend d'un réseau social, plus comment est-ce qu'on va gérer un peu toutes ces données de manière sécurisée, parce qu'on va avoir des talents avec des hauts profils et on a besoin aussi d'apporter un certain niveau de sécurité. Mais pareil, on a trouvé des partenaires français sur la sécurité qui nous accompagnent. Derrière sur la sécurisation des comptes. Donc on a déjà mis en place beaucoup de biais qui sont peut-être un peu plus en avance qu'un prototype, donc ça on le sait derrière, mais ça ne sera que bénéfique pour nous d'avoir une belle base technique pour pouvoir l'améliorer, bien entendu, sur les années à venir, puisque l'objectif étant ça, techniquement, on commence sur un prototype avec plusieurs milliers de personnes quand même déjà désormais, et on aura besoin de scaler de plus en plus dans les années à venir, et donc c'est d'avoir en tout cas une certaine base qui soit saine sur la gestion de sa donnée, la transparence de la data ou l'utilisation de la data qu'on en fait si jamais on utilise des systèmes d'IA, parce que ça c'est tout le débat à l'heure actuelle derrière. C'est pour ça que nous on y met les bonnes pratiques. C'était des choses que j'avais beaucoup travaillé justement dans notre précédente entreprise chez Marcel, où je faisais partie d'une task force justement IA au sein de Publicis Group, qui était là justement pour identifier la manière dont on devait travailler avec ces nouveaux systèmes technologiques qui étaient en train de disrupter l'entièreté des métiers, hein. Quels allaient être les impacts justement sur ces différents métiers, quels écosystèmes on pouvait utiliser, des écosystèmes qui étaient le plus neutre possible ou le plus friendly avec l'utilisation de leur data, et quel cadre ou formation on pouvait mettre en place justement pour que les collaborateurs ne soient pas mis de côté et puissent avancer avec cette disruption technologique. Donc bien entendu, c'était obligatoire qu'en montant ce genre de projet, en ayant des systèmes d'assistance IA, en plus de notre système propriétaire, parce qu'on tient absolument à être propriétaire du cœur du réacteur, parce qu'on est persuadé qu'une bonne utilisation de l'intelligence IA vient plutôt avec de l'intelligence humaine derrière, et que l'IA va être là pour augmenter ou aider dans certaines tâches, mais on doit absolument maîtriser notre résultat, et le résultat doit venir d'une réflexion humaine. C'est pour ça qu'on a construit un système, et notamment, Blandine en parlait tout à l'heure, de cette espèce d'algorithme propriétaire unique, qui est un mix entre notre propre algorithme et des systèmes d'IA qui sont là pour fonctionner de manière cadrée et sécurisée pour obtenir les résultats qu'on a de compétences, les systèmes de matching qu'on met en place, etc. Voilà. Donc on a construit tout ça, et tout ça effectivement à maintenir dans le temps, parce qu'on doit maintenir, on doit faire évoluer constamment. On a des systèmes, par exemple, au niveau du site qui nous permettent d'avoir des feedbacks des utilisateurs. Et pas mal de personnes nous disent votre écosystème, il est vraiment sympa. Est-ce qu'on pourrait avoir telle ou telle fonctionnalité? Ça rendrait effectivement l'expérience encore plus enrichissante. Toutes ces remontées, on les écoute. Et la plupart du temps, des fois, on bouscule une roadmap parce qu'il y a vraiment une belle idée qui ressort, une belle idée qui va vraiment être extrêmement utile pour l'écosystème. Et à ce moment-là, on essaie de le développer le plus rapidement possible pour pouvoir le mettre en place, et que tous nos masters puissent jouer avec, et d'ailleurs nous faire des retours aussi, parce qu'on a aussi débranché certaines fonctionnalités qu'on pensait être extrêmement utiles et intéressantes, et finalement dont tout le monde, que personne n'utilisait, ou alors n'était pas vraiment, je dirais, utile pour les gens. Donc voilà, c'est un peu le propre aussi d'une startup et de la manière dont on avance sur un produit technique, c'est qu'on avance entre ce qu'on pense être bien, l'instinctif, d'avoir des retours utilisateurs, et les retours utilisateurs sont beaucoup plus, je dirais, pertinents et précieux pour nous, parce que moins on sait que c'est attendu par les gens, mais on apporte aussi tout un lot de fonctionnalités sur des roadmaps, parce qu'il y a des choses qu'on voit, nous, au travers comme le disait Blandine, de l'actualité. Il y a des choses qui sont fortes, qui peuvent être mises en place techniquement, et qui peuvent être vraiment
des key features qui peuvent vraiment changer voilà, radicalement l'expérience ou l'intérêt qu'on peut trouver à la plateforme. Donc c'est hyper important pour nous d'être toujours dans une démarche d'innovation, de jamais rester sur un produit figé, parce que derrière, c'est ce qui va faire aussi notre singularité. On a une singularité des masters, en tout cas d'informations sur les masters, ça on l'a mis en place pour eux. Nous, de notre côté, techniquement, c'est de garder notre singularité, voilà, notre méthodologie d'innovation avec des partenaires français pour qu'on puisse délivrer des choses dans des budgets maîtrisés et des délais qui ne sont pas trop longs. Je vois que vous soignez bien votre RSE, justement, et ça, on est beaucoup aussi dans ce sujet-là dans les entreprises, et ça fait plaisir de voir justement qu'une start-up française puisse justement soigner dès le départ sa RSE et ses valeurs, son éthique. Je trouve que c'est super important dans le paysage des entreprises actuelles. Donc, c'est une petite remarque que je fais personnelle. Merci. J'avais alors deux petites questions encore. La première, c'est par rapport à vos perspectives à venir. Est-ce que vous avez déjà identifié des trajectoires de développement d'Hello Masters? Et si oui, lesquelles? Et si vous pouvez en parler, parce qu'il y a peut-être des choses confidentielles. Alors, oui, et je pense d'ailleurs, ça c'est un peu le propre des startups. C'est évidemment, on fonctionne avec des roadmaps. Donc, il y a la roadmap théorique, donc l'histoire qu'on se raconte, le plan à 18 mois, 24 mois, qui est souvent un des éléments du business plan. Et puis après, il y a la roadmap d'opportunité. Et qui généralement nous a jamais fait changer de cap jusqu'à présent, mais nous a fait accélérer certaines briques. Et il y a notamment une brique qui est très importante pour nous et qui fait partie aussi de la jeunesse d'Hello Master, c'est que on croit beaucoup que l'expérience est en mesure à la fois d'enrichir le monde du travail, mais aussi d'enrichir le monde économique. Et il y a un enjeu majeur qui arrive lié à la transition démographique, qui est l'enjeu qui concerne nos PME. En France, on a un risque qui a été identifié, c'est que le vieillissement de la population n'échappe pas évidemment aux chefs d'entreprise des PME et qu'il va y avoir un enjeu de succession, de renouvellement des gouvernances au sein des PME. Et ça, il faut vraiment qu'on l'adresse collectivement. On ne peut pas passer à côté, sinon il y a des entreprises qui sont saines, qui génèrent de l'emploi, qui génèrent aussi un rayonnement dans les territoires, qui vont disparaître du jour au lendemain faute de repreneurs. Donc on se dit que l'expérience peut être un superbe levier pour accompagner la transformation de l'écosystème des PME, à la fois pour le faire perdurer, donc le reprendre. Les masters sont en superposition pour reprendre des entreprises. Alors tout le monde n'est pas éligible pour une reprise d'entreprise, mais pour autant, il y a des choses assez malines à faire avec ce genre de profil, parce que entreprendre, ça peut être reprendre, et souvent en seconde partie de carrière, on réfléchit à se lancer à son compte, on réfléchit à monter sa propre entreprise. Il y a des petits joyaux à reprendre dans notre paysage français, et ce serait dommage de passer à côté. Donc, comment on fait en sorte de faire correspondre les bons profils aux projets aussi décédents? Comment on fait en sorte aussi que l'expérience puisse accompagner l'écosystème des PME? Donc, soit dans le cadre d'une reprise, comment on monte des attelages pour pouvoir accompagner un repreneur qui serait tout seul dans un projet de transformation d'une PME. Pourquoi pas dans un projet d'innovation? Comment on monte des ponts aussi avec les startups? Comment on pilote ces transformations avec des masters qui ont l'expertise du pilotage de la transformation? Je pense notamment aux managers de transition qui pourraient accompagner les transformations des PME, qui pourraient accompagner aussi des nouveaux modes de gouvernance dans les PME. On le sait, il y a plein de sujets qui chahutent notre écosystème. Et ben, ça serait intéressant d'envisager de nouveaux modes de gouvernance, comme on l'a vu. On l'a appelé PME Nation, ce projet. Pourquoi on l'a appelé PME Nation? Parce qu'on trouve que dans l'écosystème de la Startup Nation, il y a plein de choses assez malines. L'écosystème du financement. Comment on trouve un écosystème du financement aussi malin pour la PME Nation? L'écosystème de la gouvernance. Il y a souvent des boards, il y a souvent des comités scientifiques qui peuvent accompagner le développement de ces structures. Pourquoi on ne ferait pas la même chose dans la PME? On a ces ressources avec les masters qui peuvent le faire. Comment on trouve aussi des nouveaux ponts, des nouveaux relais business pour faire en sorte qu'il y ait des rencontres, des belles rencontres qui se fassent au sein du réseau.
Je dis n'importe quoi, demain vous avez une PME de volet roulant, je reprends toujours ma PME de volet roulant dans le Larzac. Bon, bah, si elle a un enjeu d'innovation sur de la domotique, il y a peut-être une start-up avec laquelle elle peut monter ce genre de projet, et auquel cas, bah, le business se fera assez naturellement. Et par-dessus, on peut avoir en mission de management de transition quelqu'un qui va piloter cette intégration, donc cette collaboration. Donc il y a des choses, plein de choses assez malines à faire, et ça, c'est un sujet qui préoccupe et occupe pas mal d'acteurs économiques, publics et privés, et on a décidé d'en faire un vrai projet qui sera hébergé au sein d'Hello Master. Donc on est en train, et sans révéler tout ce qu'on est en train de faire, mais on est en train de monter une forme de collectif avec pas mal d'acteurs. À la fois des acteurs qui sont des acteurs des territoires comme la CCI par exemple, mais aussi des acteurs du financement, des acteurs qui sont en mesure aussi d'accompagner les projets de cession reprise, donc c'est le métier, et qui vont nous permettre de faire naître cette initiative PME Nation pour montrer qu'on en a sous le pied en France, que notre économie, bah, il faut la préserver. Et quand on se parle de durabilité de notre économie, on se parlait tout à l'heure de RSE, bah, moi je pense qu'il faut envisager aussi un monde économique durable. Et quoi de mieux que l'expérience pour faire en sorte que le monde économique soit plus durable et des bonnes pratiques aillent dans la bonne direction, puissent un peu mieux anticiper certaines crises, puissent être aussi en mesure bah, de monter des attelages qui soient pertinents selon les situations. Et les situations, ça ne vous a pas échappé, mais on a du mal à les identifier là en ce moment. Les nouvelles situations qui naissent tous les jours, mais pour autant, c'est des situations qui ont des similarités avec des crises qu'on a déjà vécues. Et en tout cas que les masters ont déjà vécu. Donc ils sont en mesure aussi d'accompagner ces transformations pour faire passer ces cycles qui sont assez naturels. Et le premier cycle, le plus important, va être comment on assure cette transmission globale de cette manne économique qui ne doit pas disparaître. Donc le sujet de la PME Nation est un vrai sujet pour la rentrée, sur lequel on a bien avancé. Notre objectif étant de dire, euh, on a une aventure formidable à construire et l'expérience y aura toute sa place. Et donc les masters y auront toute leur place. Eh bien, vaste programme et beau programme, en tout cas. Excitant. Oui. Alors, du coup, pour ceux qui nous écoutent, pour avoir un petit peu la mesure de... Alors, vous êtes une jeune entreprise, mais quel est un petit peu le volume de la communauté d'Hello Masters et votre progression, justement? Parce que je sais qu'on a discuté, vous avez une forte progression, mais qu'est-ce que vous avez comme quelques chiffres clés à nous transmettre? Alors aujourd'hui, donc on existe depuis 10 mois. On a 8000, un peu plus de 8200 masters qui sont inscrits sur la plateforme, une centaine d'organisations aussi qui sont, même un peu plus, je pense, je suis en train de dire des bêtises, mais une centaine d'organisations aussi qui sont inscrites. On a une quinzaine de collaborations commerciales et de partenariats commerciaux qu'on a mis en place, et ça ne fait que commencer. On est présent sur l'ensemble du territoire français, mais pas que. Parce que on avait, donc même si on pouvait se dire on a une très bonne idée, il y a quand même, nous aussi, on a quelques trous dans la raquette, et notamment le premier trou dans la raquette, c'est d'avoir envisagé qu'on lançait un réseau social en France, sans se dire que finalement on était sur Internet et que ouais, géographiquement, le monde entier pouvait y être. Donc, on a aussi des personnes qui sont aux US, des personnes qui sont en Arabie Saoudite, des personnes qui sont dans toute l'Europe. On n'a pas de limite géographique, même si aujourd'hui, on se focalise sur un développement qui est plutôt national, avec une capacité de scaler, comme on dit dans le monde des startups, donc de grandir sur d'autres territoires. Si on se parle de la physionomie de la communauté aujourd'hui, et qui pourra évoluer, hein, plus elle va grandir, certainement il y a des métriques qui vont un peu bouger. On a la moitié de notre communauté qui sont plutôt des cadres dirigeants, donc C-level en poste, multi-secteur, multi-territoire, multi-taille d'entreprise. Donc eux, ils sont en poste, ils sont plutôt sur Hello Master pour chercher de nouvelles dynamiques de réseau, donc élargir leur carnet d'adresses, trouver du contenu qui va les intéresser, identifier des événements qui peuvent les intéresser, participer à une grande logique de networking, se former et accéder à des organes de gouvernance aussi qui peuvent les intéresser. Donc ça, c'est plutôt une volonté d'augmenter leur portefeuille d'activité de manière générale. On en a 25% qui sont des chefs d'entreprise et plutôt écosystème des PME. Donc ça, c'est plutôt bien pour le projet qu'on va adresser aussi prochainement. Pareil, multisecteur et multi-zone géographique. Et on a les derniers 25% qui sont en transition,
Donc, la transition, c'est quoi? C'est des personnes qui recherchent une nouvelle aventure professionnelle, des personnes qui veulent se reconvertir ou des personnes qui veulent entreprendre. Et entreprendre, je mets plusieurs slash, hein. Entreprendre, ça peut être se lancer à son compte, ça peut être créer son entreprise, ça peut être reprendre une entreprise, ça peut être devenir franchisé. Donc, c'est des projets qui sont assez vastes. Et évidemment, l'évolution de la communauté se fera aussi en fonction des grands besoins qui vont dessiner à la fois le monde du travail et à la fois le monde économique en matière d'opportunités. Effectivement, ouais, ça fait, et puis on voit que la population aussi euh, vieillit, donc il y a de plus en plus dans la pyramide des âges, donc vous allez avoir un volume justement de potentiels masters qui va venir aussi sur votre plateforme, potentiellement. Et ça, c'est très intéressant, Johan, parce qu'on en a déjà des futurs masters, donc des personnes qui ont essayé de s'inscrire, mais qui n'ont pas les 20 ans d'expérience. Et donc, on les a fait rentrer dans la nursery en leur disant le nombre de dodos qu'il leur reste avant de rentrer dans l'expérience Hello Master. Ça arrivera un jour, hein, parce que la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que vous finirez bien tous par arriver sur Hello Master, parce que tout le monde aura la chance de vivre sa seconde partie de carrière, et on espère qu'ils le feront au sein de la communauté, bien sûr. Alors moi j'ai la chance parce que j'ai pile poil 20 ans d'expérience, donc j'ai pu rentrer sur Hello Masters et moi en tant qu'utilisateur je peux vraiment témoigner de l'ergonomie. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle ergonomie qui a été vraiment bien pensée, designée et les contenus super qualitatifs avec je pense un moteur, un algorithme qui est très puissant parce qu'il me suggérait des contenus qui sont vraiment très pertinents par rapport à mon parcours. Donc, je peux vraiment témoigner de la facilité d'utilisation et, voilà, et de la pertinence des contenus en tout cas. Donc pour ma part, donc ça n'engage que moi, mais C'est super, merci beaucoup. Et en plus, c'est gratuit, on a quand même oublié de le dire. oui. C'est une expérience où chacun peut s'inscrire à partir du moment où il a ses 20 ans d'expérience, qu'il est cadre dirigeant, pour rejoindre le réseau, et c'est gratuit. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Mais merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Avec grand plaisir. Et justement, on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce que tous les deux, vous avez quelque chose à rajouter en termes voilà, une pensée philosophique qui vous caractérise par rapport à ce projet ou autre chose, une actualité, ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez rajouter pour conclure? Moi, je vais rajouter quelque chose je vais partager en toute authenticité ma frustration du moment et la chose la plus difficile à gérer, mais je pense qu'elle va rentrer en écho avec la difficulté qu'on rencontre tous dans cette période d'instabilité, c'est le rapport au temps. Je pense que la volonté, l'optimisme et les initiatives ne manquent pas. On a de la chance. Moi, je trouve qu'on a la chance d'être dans un pays qui bouge, qui se bouge. N'en déplaise à certaines personnes qui diraient que on est plein d'oisiveté. Moi, je trouve que c'est pas du tout le cas parce que, en tout cas, l'économie du réel, elle se bouge énormément. C'est assez frustrant de voir que certaines initiatives sont parfois congelées parce qu'on a une forme d'instabilité économique et politique qui freine des choses qui devraient arriver plus vite. Donc, moi, mon message n'est pas philosophique, c'est que je me le donne à moi-même aussi, c'est il faut pas lâcher. Et à un moment donné, les choses vont exister. Je pense on a tous besoin collectivement de montrer que on n'est pas résigné, mais qu'on est plutôt en train d'écrire les plus belles pages d'une nouvelle époque, en fait, qui est en train de se dessiner. Et c'est souvent dans les plus grosses crises que les époques se régénèrent et que le progrès existe. Donc, on est en train de vivre des cycles de transformation extrêmement profonds qui sont très durs, je pense, pour chacun et pour nous en particulier à adresser parce qu'on aimerait le faire plus rapidement. On aimerait que les effets soient évidemment tangibles plus rapidement. Mais pour autant, je pense qu'il faut tous collectivement qu'on garde ce cap et que ce rapport au temps on puisse se jouer de lui, même si c'est extrêmement compliqué. Donc c'est mi-philosophique, mi-auto-coaching, mi de dire tout le monde vit la même situation et c'est assez remarquable de voir que personne ne lâche en tout cas. Je partage ton constat, Blandine, et j'ai aussi la même frustration que toi. Donc. Et toi, Christophe, qu'est-ce que tu voudrais nous partager? Justement, je pense que je vais abonder un peu cette partie-là et généralement, j'ai envie de dire, on combat, même si le mot est un peu fort, cette frustration du temps avec une certaine philosophie sur
est-ce que c'était vraiment le bon moment? Quand on a voulu adresser des projets et que on en était peut-être pas loin avec certains acteurs et que ça ne s'est pas fait, on s'est rendu compte, peut-être quelques mois après, que bah, finalement, si ce projet était sorti quelques mois avant, il aurait peut-être pas été complet, peut-être pas été hyper pertinent sur le moment où on l'aurait sorti. Et ça nous aide un peu, nous aussi, à nous dire que de toute façon, on avance dans le temps avec des convictions, on avance dans le temps avec des partenariats qui peuvent être assez longs à mettre en place. C'est normal, voilà, parce que tout projet à mettre en place, même si nous, en étant une petite équipe, on a une sorte de vélocité qui peut sembler un peu forte. Voilà, parce que le cycle de décision entre nous sont courts, hein. Quand on doit décider de quelque chose, on est deux. Soit on n'est pas d'accord, on débat un peu et on arrive quand même à accoucher d'une décision. Soit on est directement d'accord et à ce moment-là, la roadmap se bouscule et on fonce dans le tas pour essayer de sortir le projet qu'on avait prévu le plus rapidement possible, hein. C'est aussi ça l'avantage d'être en start-up. Mais on essaie de combattre un peu cette frustration en se disant que des fois, il y a des moments qui sont pas sur l'instant. On peut se dire que ça sera notre domino, si on peut dire ça comme ça. On en parle aussi un peu comme ça. Tiens, il y a quelque chose qui va d'un coup changer la physionomie du projet, changer la physionomie de la communauté ou du contexte dans lequel on est. Ça va être l'effet domino. Eh ben, il n'arrive pas à ce moment-là, c'est frustrant, mais on se rend compte que plusieurs mois plus tard, il a l'air d'arriver et que là, on est beaucoup mieux armé. On est beaucoup mieux armé sur notre produit, on est mieux armé sur notre communication, on est mieux armé sur aussi notre communauté et le fait d'adresser des vrais sujets à cette communauté qui est maintenant un peu plus sensible à l'écosystème, parce que Blandine l'a dit, l'écosystème est vaste, complet. Si on y arrive et qu'on voit effectivement un fil d'actualité, on peut se dire, oh, génial, c'est un réseau social, mais il est extrêmement vaste, donc il faut prendre du temps. C'est une communauté qui doit prendre du temps à regarder les moindres recoins parce qu'il y a forcément quelque chose qui va l'intéresser. Et c'est pareil avec tous les projets qu'on mène. Bah, finalement, même si on a envie d'aller très vite, on se rend compte que certaines fois, de prendre un peu plus le temps, même quand on est une start-up, on arrive à quelque chose de beaucoup plus abouti. Donc voilà, c'est une manière de gérer la frustration, mais je pense que tout arrive au bon moment. Et Donc, c'est quelque chose qui ouais, s'est souvent dit autrement, c'est la loi de l'attraction. En fait, on croit beaucoup à la loi voilà. de l'attraction avec Chris et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous guide. On a un cap, on a une destination qui est assez précise et on tire toujours dans la même direction. Et on croit beaucoup que sur ce chemin, pour l'atteindre, bah, les opportunités se déclenchent au moment où elles doivent se déclencher. Donc, ce qui nous permet aussi de ne pas passer un temps fou sur des choses qui ne se sont pas faites. On se dit, bah, ce sera pour plus tard. Et à chaque fois, ça arrive. Donc, c'est ça la bonne nouvelle aussi. Ça fonctionne assez bien, finalement, cette philosophie. Oui, parce que Alors, pour mener quand même à bien cette aventure, le mental est important. Forcément, hein, lancer une startup, c'est dur. En tant que fondateur, c'est d'autant plus dur parce qu'on a le poids des décisions qu'on va avoir derrière. Donc, c'est important d'avoir ce genre de mécanismes mentaux qui nous aident au quotidien à soit prendre du recul, soit être un peu moins dans l'émotion et d'atterrir sur une décision qui est beaucoup plus saine pour tout le monde et pour le projet. alors justement, pour faire résonance avec cette loi d'attraction, est-ce que vous avez des typologies de partenaires à qui vous voulez vous adresser là maintenant, faire un appel pour des éventuels projets communs, synergies? Est-ce que vous en avez en tête que vous voulez Oui, bien sûr. Déjà, on aimerait beaucoup que les entreprises qui ont des besoins de recrutement viennent sur Hello Master et proposent des offres à la communauté pour montrer que concrètement, bah, les lignes bougent, que la discrimination et l'agisme sont des sujets qui devraient être obsolètes dans notre époque. Et donc, on aura besoin d'un maximum d'entreprises qui rejoignent le mouvement et qui concrètement montrent elles sont pas du tout dans cette logique-là et qu'elles croient en l'expérience pour faire avancer leur business, la culture de leur entreprise et même faire évoluer les lignes de leur organisation. Donc, nous, c'est un grand appel, c'est aux entreprises. Et je sais que le sujet dit des seniors intéresse beaucoup d'entreprises. Bah, on a besoin de faire des partenariats avec celles qui ont vraiment envie de jouer le jeu. Voilà.
Eh bien, le message est passé en tout cas. Merci. Et je vais conclure justement sur cette émission. En tout cas, je vous fais un immense merci à tous les deux pour cet échange qui était à la fois clairvoyant et inspirant, je trouve. Et vous avez rappelé que l'expérience professionnelle, mais, loin d'être un fardeau, c'est un levier d'impact, de transmission, je dirais aussi de leadership. Et pour celles et ceux qui écoutent cette émission, et qui ont plus de 20 ans d'expérience, mais sachez, et je l'ai expérimenté moi-même, qu'il suffit d'une minute, d'un clic pour rejoindre Hello Master et accéder à plein d'opportunités. Et sur mesure en plus. Donc, Un grand voilà. merci, Johan. Merci beaucoup, Yoann. C'était vraiment un plaisir. Et donc, chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, pensez à le repartager autour de vous, à noter le podcast et surtout à faire vivre le débat sur le capital humain à travers vos propres voix. Je vous donne rendez-vous sur de prochains épisodes et merci à tous les deux pour votre participation. Merci. Au revoir. Merci à toi. Au revoir.